Alors, le téléphone et nous. C'est une vieille histoire. Cet objet qui nous permet d'être en lien les uns avec les autres à distance. Vous vous souvenez du film E.T. E.T. Téléphone, maison. C'était un peu flippant. Alors avant, le téléphone était un objet fixe et partagé, une seule ligne pour toute la famille, une ligne qu'il fallait souvent libérer et souvent il fallait passer par les parents. Bonsoir, Madame Robert, c'est Alexandre. Est-ce que Julie est à la maison? Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quand ça sonnait, on décrochait le combiné et on devait s'annoncer. Allô Claire? Oui, parce qu'on ne savait jamais qui essayait de nous joindre. On attendait Lucas et c'était Tata Corinne, avec qui il fallait faire un brin de conversation. Comment ça va à l'école? Alors aujourd'hui, les ados se parlent via Snapchat et Instagram en enregistrant des messages, textes, audio, vidéo. Et tous les matins, ma fille de 15 ans enregistre des messages vidéo à tour de rôle avec sa meilleure amie, comme ça, en se préparant pour aller à l'école. Alors, ce n'est pas l'instantané, ce n'est pas le direct, c'est un différé très rapproché. On se laisse un petit temps de réflexion. C'est pas mal parce qu'on peut aller au bout de sa phrase et de sa pensée sans se faire interrompre et avant d'avoir la réaction de l'autre. Bon, en soi, des ados qui passent des heures à communiquer entre elles et entre eux depuis l'espace domestique, ce n'est pas fondamentalement nouveau. Moi aussi, je le faisais. Je tirais le fil du téléphone comme une dingue jusqu'à ma chambre que je fermais à clé pour empêcher ma sœur de venir récupérer le combiné. Bon, on a toutes et tous été ados, ici, tout le monde. Quel regard portiez-vous sur vos parents quand vous aviez 17 ans? Ça peut piquer un peu. Mais aujourd'hui, c'est nous les parents. Enfin, en tout cas, les adultes. Mais il reste un petit peu d'ado en chacun d'entre nous. Si, vous allez voir, on va creuser. Alors aujourd'hui, le téléphone sert à tout faire, sauf à téléphoner. Mais il sert encore à être en lien avec nos proches à distance. Et dans mes travaux de recherche sur la socialisation juvénile, les adolescents me racontent l'importance et le sens de pouvoir communiquer à distance avec leurs amis. Moi, ce que j'aime filmer, c'est quand je suis avec mes potes. J'aime surtout discuter avec mes copains. Donc effectivement, ils discutent, ils se confient, ils se conseillent, ils se tapent des barres et ils filment les moments partagés ensemble comme pour anticiper le souvenir. Un jour, un ado me parlait du téléphone comme d'un petit musée dans lequel il conservait tout ce qu'il y avait de plus précieux. Les photos des vacances avec papa qu'il ne voyait pas souvent, les premiers messages de sa petite copine qu'il avait gardés, les photos des premières soirées. Bon, allez, c'est vrai. Les ados s'embrouillent aussi beaucoup via les smartphones. Mais ils règlent aussi les problèmes souvent via les smartphones. DSL, désolé. Et nous, les adultes, il nous arrive aussi occasionnellement de sortir nos téléphones portables pour communiquer sur un ordre affectif ou logistique. Je prends le risotto arborio ou carnaroli. Forcément, aujourd'hui, avec les smartphones, on sait toujours qui essaye de nous joindre. Alors, on peut filtrer, on peut différer la réponse, on peut choisir de répondre ou pas, mais enfin, il y a des attentes, il y a des codes, il y a des règles explicites ou implicites. Et dans mes travaux de recherche, j'appelle ça les écosystèmes relationnels numériques. Qu'est-ce qu'on utilise comme application, dans quel contexte, pour faire quoi, et quelle fonctionnalité de l'application? Alors, par exemple, WhatsApp. Quand est-ce que vous décidez d'écrire un message dans un groupe ou à un destinataire exclusif, ou les deux en parallèle? Quand est-ce que vous décidez de faire un appel audio ou un appel vidéo, ou un message texte, audio, vidéo? Est-ce que vous allez joindre une photo, un ou plusieurs emojis? Lesquels? Est-ce que vous allez ponctuer votre message avec un point d'exclamation ou 3 points de suspension? Pas facile à interpréter? Ou carrément un point, période. Alors ça, les ados trouvent ça très agressif. Je vous le dis, le point. Bon, de toute façon, WhatsApp, c'est pour les vieux, vous saviez. Vous saviez pas?
Alors, en dessous de 25 ans, WhatsApp, c'est réservé au travail et à la famille, hein, parce que c'est sérieux. C'est pas marrant comme Snapchat qui permet de faire des stories qui ne sont pas du tout prévues pour durer. Et beaucoup d'adolescents conservent aussi des images et des contenus dans leur téléphone qu'ils ne partagent absolument pas. Ou alors qu'ils partagent vraiment à des personnes sélectionnées, triées sur le volet, aux meilleurs amis. En fait, les ados partagent très peu de contenu publiquement sur les réseaux sociaux et les travaux montrent qu'ils ont une grande sensibilité à la notion de vie privée, qui voit quoi de qui, et que leurs usages sont plutôt assez structurés et assez codifiés. Alors évidemment, c'est difficile de toujours bien tout calibrer et c'est pour ça que c'est tellement essentiel de leur transmettre la notion de consentement. Est-ce que la personne concernée consent au partage de ce contenu? Et je peux vous dire que quand les parents partagent des images de leurs ados sur les réseaux sociaux, c'est gênant. Alors les ados aujourd'hui, les enfants en fait, depuis le moment de leur naissance, ils naissent, ils grandissent dans un univers qui est hyper connecté, où les écrans sont omniprésents. Depuis le moment de sa naissance, le nouveau-né va être pris en photo, souvent via un smartphone, et puis ensuite on va faire l'annonce de la naissance aux proches, à la famille, souvent avec cette photo via WhatsApp. Ce sont des rituels. Et puis ensuite, on va capturer toutes les premières fois. Le premier biberon, le premier sourire, les premiers pas, la première coupe de cheveux, la première fois à vélo, la première fois à ski. On va les poursuivre pour qu'ils viennent dire bonjour à grand-maman, à tata Corinne. Donc ils apprennent à se voir, à se percevoir, à se reconnaître à travers les écrans. Et puis tout d'un coup, à 12 ans, veulent plus sourire quand on les prend en photo. Ils font comme ça. Ou comme ça. Et nous, parents, nous sommes choqués alors qu'on les a socialisés à se percevoir à travers des écrans. Donc, les usages des écrans sociaux, des écrans et des médias sociaux permettent une multitude de pratiques signifiantes qu'en tant que société, nous avons délégué à une poignée d'organisations qui gèrent les infrastructures numériques. Alphabet, Meta, Microsoft, X, Amazon, Apple, Douyin, qui gèrent notamment TikTok. Les intérêts et les objectifs poursuivis par société n'œuvrent ni pour le bien commun, ni pour le bien-être des citoyennes et des citoyens. Ce n'est pas leur modèle d'affaires. Le résultat est le sentiment de dépendance à un outil devenu envahissant et pourtant indispensable. Alors, ce que montre la recherche aussi, c'est que la place des écrans dans les familles est au cœur des tensions, est au cœur aussi d'enjeux de classe et de genre. En fait, on n'est pas toutes et tous égaux face aux écrans, évidemment. Parce qu'un enfant qui traîne sur les écrans, c'est mal vu socialement. Un enfant qui traîne dans la rue, c'est mal vu aussi socialement aujourd'hui. Alors, si vous avez les ressources pour que vos enfants fassent du tennis, de l'équitation, du piano après l'école, et que vous êtes là le soir pour réguler les usages des écrans et pour passer du temps en famille, ce sera plus facile que si vous êtes une maman solo qui fait des ménages dans les bureaux le soir. Ce ne sera pas facile, mais ce sera plus facile. Et puis, du point de vue du genre aussi, il est apparu dans mes recherches que les femmes assument plus souvent la charge mentale de la gestion des écrans au sein du foyer et notamment auprès des enfants. En entretien, elles me parlent de leur fatigue, d'une surcharge, d'un sentiment de lutte, de combat, d'un calvaire, voire d'une guerre totale. Donc on voit que les écrans sont au cœur d'enjeux vraiment du vivre ensemble au sein de la famille. Et puis c'est aussi au cœur d'agacements de couple. Les parents critiquent, et ça c'est aussi un petit peu une surprise de cette recherche, c'est à quel point les parents peuvent avoir des propos dénigrants par rapport aux pratiques numériques de leurs enfants, de leurs adolescents surtout, qui sont des pratiques sociales et culturelles. Par exemple, une maman d'un garçon de 16 ans qui apprécie beaucoup le rap US me parle de sa musique atroce, immonde. Une autre maman qui a un fils de 15 ans qui regarde beaucoup de vidéos sur YouTube, elle dit « Je ne sais pas trop ce qu'il regarde, mais en tout cas, il regarde beaucoup de bêtises. » Enfin, cette maman
Quand sa fille de 14 ans passe un peu trop de temps sur les écrans, elle se dit, c'est bon, sa tête est vide, elle va être stupide. Donc comme si vraiment l'effet d'écran était tellement immédiat qu'il allait littéralement lui faire couler la substance cérébrale des oreilles, qu'elle est transformée. Mais ce qui est triste surtout, c'est que ces mamans, en fait, culpabilisent énormément. Le fait que les enfants passent du temps sur les écrans génère beaucoup de culpabilité chez les mamans, avec ce type de discours qui revient « aïe, 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 je suis trop une mauvaise mère ». Bon, et puis il y a aussi beaucoup de tensions au sein des couples. Hein, ça génère beaucoup de tensions au sein des couples. On parle beaucoup des problèmes des écrans chez les enfants, mais dans mon terrain, en tout cas dans mon corpus, beaucoup de papas se sont désignés eux-mêmes comme étant assez geeks quand même, c'est-à-dire hyper connectés. Comme dans cet entretien avec Nathan et Michael, je leur demande, et quand vous êtes à table, vous avez le droit de garder vos téléphones? Non. Et personne n'est là à table? Si. Papa, parce que lui, c'est faites ce que je dis, pas ce que je fais. Et puis, on a parfois l'impression que la place des écrans concentre et cristallise tous les conflits au sein d'une famille. Julie m'explique, par exemple, chaque fois que je m'énerve, ils disent que c'est à cause de mon téléphone. Tout, c'est à cause de mon téléphone. Tu restes trop sur les écrans et après tu vois, tu es comme ça. Comme si vraiment le téléphone allait faire muter votre ado. Mais votre ado mute, c'est un ado. Donc, dès que j'ai une punition, on m'enlève mon téléphone. Ça, c'est assez pratique. Oh, pardon, je vais beaucoup trop vite. Bon, oui. Ce sont des objets envahissants qui captent et qui retiennent notre attention et qui nous coupent des relations de coprésence, comme vous êtes ici, là, tout le monde à m'écouter. C'est le fun. Mais bon, alors voilà, ils posent quand même beaucoup de problèmes. Je pense qu'on peut s'accorder là-dessus. Alors pourquoi sont-ils autant omniprésents? C'est vrai, ça. Les écrans ne poussent pas dans les arbres. Donc, c'est d'abord les parents qui s'équipent eux-mêmes et qui équipent leurs enfants ensuite. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a besoin d'un téléphone pour pratiquement toutes les micro-tâches du quotidien. Hein. Souhaiter un joyeux anniversaire, prendre un rendez-vous chez le médecin, prendre un billet de train, prendre un billet de concert. Donc, la socialisation au vivre ensemble est devenue très tributaire de ces outils-là. Mais il y a autre chose aussi, une chose un peu plus surprenante. Le téléphone rassure. Alors, je ne dois pas avoir le bon modèle, hein, parce que le mien, il ne protège pas ni des agressions physiques, ni des agressions verbales, ni des agressions sexuelles, ni même des accidents de voiture. Et pourtant, le fait est que la possession d'un téléphone est devenue une condition de l'acquisition de l'autonomie des enfants dans l'espace public. Si tu sors, il faut que tu sois joignable. Ça repose sur l'idée fausse que les espaces publics sont plus dangereux aujourd'hui pour les enfants qu'auparavant. Et ça transmet l'idée fausse que seuls les parents peuvent venir en aide aux enfants en cas de problème à l'extérieur. Et en entretien, de nouveau, j'ai des récits de mamans qui sont très angoissées. Comme cette belle maman d'un garçon de 17 ans qui me dit « Pour moi qui suis quelqu'un d'angoissé, c'est clairement, moi j'ai besoin d'une attelle. » Et cette autre maman d'un garçon de 16 ans qui me dit, elle m'explique comment elle fait avec son garçon quand il sort. Après, je peux le localiser, c'est très bien, parce que je peux mettre une zone, en fait, de ce que je fais normalement. Je définis une zone dans laquelle, en fait, il peut circuler librement, et s'il dépasse, je suis notifiée, en fait. Donc, bon, pour développer la confiance en soi et en ses concitoyens, ce n'est pas l'idéal. La recherche montre aussi que les espaces de liberté des enfants dans l'espace public se réduisent drastiquement. Hein, au fil du temps, comme ça, depuis un siècle. Alors j'ai pris cette photo du film La guerre des boutons, qui nous montre à quel point, il y a 60 ans, les enfants évoluaient librement, en pleine autonomie, les uns avec les autres, dans l'espace public, dans la rue, dans la forêt, toute la journée. Moi, ce n'est pas exactement pour pique-niquer. Hein. Ils se battent, ils se séquestrent, ils se déculottent. Et la seule petite fille qui participe à ces réjouissances joue vraiment le rôle de la parfaite petite ménagère. Alors, la nostalgie n'est pas de bon conseil. Hein. La nostalgie, c'est jamais la solution. Je vous donne ça. Alors, moi, je n'ai pas la solution. Ça, je vous le dis, mais j'ai une petite piste de réflexion.
que j'ai concoctées pour ce soir, ce sont les 5 C. D'abord, la curiosité. Vraiment essayer d'adopter une posture de curiosité vis-à-vis des pratiques numériques, en l'occurrence des adolescents. Qu'est-ce qui les anime? Qu'est-ce qui les fait rire? Qu'est-ce qu'ils trouvent gênant? Qu'est-ce qui les intéresse? Qu'est-ce qui les interpelle? D'avoir vraiment cette vraie curiosité, surtout si vous ne savez pas vraiment ce qu'ils font, et d'essayer de les amener à vous l'expliquer. Alors, pour avoir cette posture de curiosité, il faut être dans une relation un peu de confiance. Et les parents doivent apprendre à faire confiance aussi, au fil du temps, évidemment, par étapes, à leurs enfants. Parce qu'un enfant ne peut pas construire de confiance en lui ou en elle si ses parents ne lui font pas confiance. Et cette confiance, elle se construit et elle s'éprouve aussi dans le cadre de la conversation. Alors, si tout est interdit, on ne parle de rien. Et cette conversation ne signifie pas que l'enfant n'a plus de jardin secret, mais simplement qu'il ou elle peut vous inviter dans ce jardin secret en cas de préoccupation, parce qu'il sait que vous n'allez pas le juger, mais que vous allez l'écouter. Sans jugement. Sans jugement, mais pas sans cadre. Parce qu'un cadre, c'est bien, c'est intéressant un cadre, c'est un repère, c'est une frontière, puis un cadre, ça se transgresse. Mais pour ça, il faut que les parents aussi soient capables de respecter un cadre, pas le même que les enfants. Mais au moins, il faut leur montrer que c'est souhaitable et que c'est faisable. Et enfin, je vous invite à développer une certaine dose de clairvoyance. Clairvoyance, ça veut dire distinguer les intérêts des personnes qui utilisent ces plateformes pour une multitude de pratiques socio-anthropologiquement signifiantes, des intérêts des plateformes et des infrastructures numériques qui nous vendent leurs services. Parce que ces intérêts-là ne sont pas du tout alignés aujourd'hui. Je vous remercie.